En plein centre de Paris, des murs de 8 mètres de haut. Une porte monumentale, la plus vieille prison de France, la maison d'arrêt de la Santé. C'est la prison de la capitale et des détenus les plus médiatisés. À ce titre, elle est particulièrement surveillée. Mais ce 8 mai 1978, sa réputation s'effondre. 3 prisonniers se font la belle en plein jour, devant témoins. J'ai vu l'échelle, puis je suis rentrée chez moi, en pente. L'échelle, elle était dedans, à l'intérieur de la prison? De intérieur, et puis ils ont été, du moment ils ont voulu mettre extérieur comme ça. Une évasion à l'ancienne, avec échelle, pour passer le mur, ici, à l'angle de la prison. Est-ce qu'ils avaient l'air déterminés, selon vous? Ah, si, à un moment, oui. À un dernier moment, j'ai vu qu'ils étaient déterminés, parce que j'ai dit, où c'est que tu te crois, toi? Hein? Mais je savais pas que c'était des gangsters. J'ai dit, où c'est que tu te crois, toi? Où c'est que t'en es? Il me dit, sors là tout de suite. Je lui ai dit, mais t'es complètement chavrac, toi, non? Si j'avais su que c'était des gangsters, je lui filais la porte dans la gueule, et puis je me tirais, quoi. Cet automobiliste qui s'est fait voler sa voiture par les évadés l'a échappé belle. Ils étaient armés et ils ont tiré. Pareil que j'ai discuté avec le plus dangereux. On m'a dit qu'on voit que je reviens de loin. Le plus dangereux, comment il s'appelait? Mesrine. Mesrine, oui, c'est celui-là. Hein. Oui, Jacques Mesrine s'est évadé. Une évasion de taille, puisqu'il s'agit de celui qui est considéré comme l'ennemi public numéro 1. Il en est à sa 3e évasion, tout aussi spectaculaire les unes que les autres. Et cette fois-ci, il est sorti de la prison de la Santé, en plein Paris, ce qui bien sûr est exceptionnel. Une évasion en force, avec fusillade. Un des complices de Mérine a été tué par les policiers. Il est resté sur le carreau. Mais le plus incroyable, une évasion annoncée. 3 ans plus tôt, à la cour d'assises de Paris, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion. Il lance alors au juge et aux policiers « Je m'échapperai d'ici peu ». Alors comment l'ennemi public numéro 1 a-t-il pu s'évader et tromper tous ses gardiens, pourtant avertis? Nous allons refaire pas à pas l'itinéraire de son évasion au sein de la maison d'arrêt. Mélange d'audace inouïe et d'organisation minutieuse. Il va en fait profiter des faiblesses cachées d'une prison que l'on croyait très sûre. Car vous découvrirez l'univers carcéral qu'a connu Mérine. Celui des QHS, ces quartiers de haute sécurité qui ont fait polémique à l'époque. Tout est basé sur la sécurité. Par exemple, vous voyez cette porte-là, elle n'existe pas en détention normale. Vous pouvez jamais parler à quelqu'un sans quelque chose qui vous sépare. Bon bah, vous avez le lit qui est scellé. C'est vraiment une torture, ça? Ça fait partie de... Psychiquement, ça fait mal. Il devait être impossible de s'en échapper. Mais Mérine a vite découvert que le QHS de la Santé a été bricolé dans une prison vétuste, à bout de souffle et surpeuplée, aux conditions de vie dénoncées par les journalistes de l'époque. La plupart de ces cellules sont vieilles, laides, grotesques. On va voir ce qu'il faut bien appeler la tinette, que vous voyez là-bas dans le fond. Et au-dessus de la tinette, il y a un tuyau qui laisse tomber de l'eau. Eh bien, le détenu se lave. La prison était en pleine réfection. Des travaux qui ont révélé d'incroyables négligences en matière de sécurité. Dans le sas d'entrée à l'époque, pas de portique de détection. En principe, tout le monde était fouillé. Tout le monde, sauf certains privilégiés. Ils n'étaient pas fouillés là, cette nuit. Ah non, non. Et s'ils ne sont toujours pas fouillés? Encore plus étonnant, par quel moyen Mérine obtient-il de faire transférer à la Santé et dans son QHS un autre roi de l'évasion, François Besse, avec qui il se fera la belle? Enfin, il a réussi à berner tous les gardiens, en allant même jusqu'à les manipuler. Comment est-il arrivé à dicter sa loi à certains d'entre eux? Intimidation ou corruption? Après, il fait peur. C'était sa façon de faire. Et à partir de là, les relations sont plus du tout les mêmes. C'est un évadé hors norme qui se fait la belle, avec un plan particulièrement audacieux pour vaincre une prison qui s'était endormie sur sa réputation. Vous connaissiez le gangster préféré des Français? Vous allez découvrir l'évadé le plus détesté de la pénitentiaire.
le quartier a été bouclé. Une dizaine de motards déboulent à l'entrée de la rue de la Santé à Paris. Un cortège exceptionnel pour un personnage hors norme. Nous sommes en 2001, les policiers escortent un homme dont les révélations risquent de mettre en cause des personnalités haut placées. Il est dans ce monospace, il s'agit d'Alfred Sirvin, qui sera condamné dans la spectaculaire affaire Elf, un énorme dossier de corruption. Il ne doit rien lui arriver, alors il est incarcéré ici, dans une prison qui a l'avantage de ne pas être trop loin du palais de justice. La prison de la Santé. Une maison d'arrêt devenue mythique, car elle est unique à Paris. Toutes les autres ont fermé. Elle accueille donc les protagonistes des grandes affaires du pays. C'est la prison des stars et des personnalités. Pour les avoir sous la main, les juges parisiens ont donc incarcéré ici Bernard Tapie, Pierre Botton, André Guelfi ou encore Loïc Le Floch-Prigent dans de grosses enquêtes politico-financières. Ils sont tous passés sous le grand portail, tous un peu surpris de ce qui leur arrive et toujours sous les flashs des photographes. Alors ils sont emprisonnés à part, dans cette aile de la Santé. C'est ce qu'on appelle le quartier VIP. Pour les protéger des autres détenus et aussi mieux les surveiller, ils sont enfermés dans ce couloir qui dessert 15 cellules refaites à neuf. Confort acceptable, des cellules doubles, mais pour une seule personne. Un luxe dans une période où les prisons sont surpeuplées. Des douches modernes et juste à côté une salle de sport leur sont exclusivement réservées. Mais la prison que découvre Jacques Mérine en 1978 ne ressemble pas du tout au décor de ce quartier, le seul rénové de fond en comble, car tout le reste est très ancien. C'est une des plus vieilles prisons de France, construite en 1868, et vous allez voir en quoi sa vétusté sera un atout pour l'ennemi public numéro 1. L'architecture n'a pas bougé, voici la cour d'honneur où l'on guillotinait les condamnés. L'entrée du bâtiment administratif. Et tout au fond du couloir, la détention. C'est le quartier bas. Il est verrouillé par une rotonde qui dessert les 4 ailes du bâtiment. Ce rond-point est gardé en permanence par un PC de sécurité. C'est l'endroit le plus sensible de la prison. Pour quitter les ailes du quartier bas, il faut impérativement passer par ce poste stratégique. Il commande les portes et les grilles, et il a été modernisé. Il dispose déjà de caméras de surveillance. Cabine 14 et demandez cabine avocat. La Santé, c'est donc une grosse machine ultra sensible, car elle mélange des prisonniers VIP avec des détenus ordinaires. Claude Madec sera notre grand témoin. Il y commence sa carrière de surveillant à 19 ans quand Mérine y est emprisonné. La sécurité de la prison repose sur cette rotonde. À la rotonde du quartier bas, ça c'était le PC central où tout était centralisé, les mouvements, quand on changeait les détenus de cellule, quand on les affectait, quand on recevait les avocats, les visiteurs de prison, le service des agents, puisque le service des agents était établi par le chef de maison d'arrêt et 3 agents qui tournaient un de matin, un après-midi, un de journée, dont j'ai fait partie un an après. C'était le PC central, les voitures de palais, puisqu'il fallait commander les escortes pour les détenus dangereux. Là, on n'a pas le droit de se louper. Mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975 ? Pas si sûr. Car peu de Français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion. 6 ans plus tôt, en 1969, il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde. C'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme. Une affaire de kidnapping et de meurtre, et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul. Une prison à l'américaine, comme il n'en existe pas encore en France. Une unité spéciale de correction avec mirador moderne, gardiens qui ne cachent pas leurs armes, et murs imposants.
Rien à voir avec les vieux quartiers de la Santé. Surtout le bâtiment disciplinaire, une aile à part où sera incarcéré Mérine. Le numéro 16. Ces images ont été tournées 10 ans après son passage, mais rien à l'époque n'avait changé. Isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées, construites en béton armé, avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure. Beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention. Les sentences pour des choses semblables, ça peut être du jour de trou dans le trou, là, au B14, ça. Ben non, du deadlock. Du deadlock, c'est des t'enfermes dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais. Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité. Il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier, accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus. Il donnera par la suite des interviews contre ses méthodes sécuritaires. Je m'appelle Jacques Mérine. Messieurs les journalistes, le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale d'opération. Un homme est extrêmement dangereux du jour où il n'a plus rien à perdre. Mais si vous agissez en chien, vous attendez pas à ce que nous on agisse en colombe. La prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz, mais il a réussi à déstabiliser la direction. Le Français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants. Philippe Roizès est documentariste. Il travaille sur Mérine depuis 15 ans, notamment sur sa période canadienne. Et selon lui, il a été traumatisé par son passage là-bas. C'était vraiment les récidivistes, les obsédés de l'évasion qui étaient tous là. Du coup, une surveillance accrue. C'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre. On appelait ça le sous-marin. C'était une présence en cellule très très longue, des lumières allumées tout le temps, des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller, avec des hublots au-dessus de chaque cellule, mais pas de lumière de jour, du jour direct qui rentrait. Non, c'était assez éprouvant. Le 21 août 1972, après avoir repéré le point faible de la prison, des cours mal sécurisés par des clôtures, il les cisaille et parvient à s'échapper avec 5 complices. 6 évadés d'une unité spéciale de correction, les Canadiens n'en reviennent pas. Et ils n'ont encore rien vu. 2 mois plus tard, Mérine revient surarmé avec un complice, Jean-Paul Mercier. Et il donne l'assaut de la prison pour tenter de libérer d'autres détenus. Mais des voitures de patrouille les interceptent avant les clôtures, c'est la fusillade. Il doit battre en retraite et réussit à s'enfuir sans se faire arrêter. C'est la fin de l'aventure américaine où il est devenu un spécialiste de l'évasion, mais aussi une star des faits divers. À l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada, Mérine salue à la manière d'un président les photoreporters qui l'attendent à l'aéroport de Montréal. Lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse People. Le braqueur prend goût à la médiatisation, il ne veut plus être un gangster anonyme. Célèbre outre-Atlantique, il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion. Et il va encore se perfectionner. C'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadé public numéro 1. Nous sommes en 1973, quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serrer. Pendant qu'il était au Canada, il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèques sans provision. Et il savait que si un jour il était arrêté, il serait rejugé dans ce petit palais de justice. Alors par précaution, il avait entièrement repéré les lieux et monté une éventuelle évasion avec 2 complices.
Le coup de génie, c'est Compiègne, parce que là, c'est un petit tribunal de province. On n'a pas du tout l'habitude de recevoir un animal pareil. Il y a eu sécurité renforcée, hein, beaucoup plus de gendarmes. On a voulu lui laisser ses menottes pendant le procès. Enfin, on a pris un certain nombre de dispositions. Mais le coup a été bien préparé à l'avance. Mérine a fait casser par son avocat le procès qui avait été rendu, où il avait été condamné par contumace. Et puis, il se présente à Compiègne, et puis le coup réussit. La légende du roi de l'évasion prend forme ici. Elle a même donné lieu à une bande dessinée. Le mythe est lancé. Une fois arrêté, comme prévu, il est transféré dans ce tribunal. Depuis le matin, il fait croire qu'il a la diarrhée. Et lorsque pour la 10e fois il demande à aller aux toilettes, les 4 gendarmes qui l'escortent ne fouillent plus les lieux. Or, entre-temps, un complice y a caché une arme. Il la dissimule sous sa veste et se laisse conduire dans la salle d'audience où il a affaire à un juge de remplacement. Si j'ai bonne mémoire, c'était le 6 juin 1973. J'étais à ce jour-là président par intérim du tribunal de Compiègne et j'ai tenu l'audience correctionnelle. Pour le juge, c'est une toute petite affaire, il ne se méfie pas. Subitement, Mérine braque les gendarmes et prend le président en otage. Il tire une balle en l'air pour montrer qu'il ne rigole pas. Baissez-vous tous ou je tue le juge. J'avoue, j'ai été stupé. Mérine et son otage sortent dans la cour. Le chef d'escorte s'interpose. Le truand tire, mais pas en l'air cette fois. Il le rate de peu. Le président est pétrifié. Là, il a vu la voiture d'un complice qui l'attendait. Mais de nouveaux gendarmes arrivent, c'est la fusillade. Mérine est touché à l'épaule. Cependant, son opération est bien montée. Un complice est juste là, dans une voiture, moteur tournant. Il reste une estafette des forces de l'ordre à passer. Mérine tire, il blesse un gendarme. La voie est libre, il disparaît dans la nature. Sa première évasion sur le sol français signe son passage dans le grand banditisme. Mais au lieu de se cacher en province, il veut jouer les cadors à Paris. Il enquille braquage de banque sur braquage de banque. Il en attaque 5 en 4 mois, alors il se fait vite repérer par les superflics de la capitale. Et le 27 septembre 1973, ici, lors de ce casse, il est balancé par un de ses complices au fameux commissaire Broussard, alors chef de la brigade anti-gang, qui le cueille chez lui le lendemain. Assoiffé de reconnaissance, Mérine met en scène son arrestation auprès du patron de l'anti-gang, lui-même en quête de médiatisation. Voilà pourquoi la presse aura tous les détails de ce nouvel épisode de la légende Mérine. Jacques Mérine a été capturé par les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. Réfugié avec une amie dans un appartement de la rue Vergniaud, il a accepté de se rendre en exigeant des policiers qu'il laisse partir sa compagne libre. Le commissaire a été obligé de passer sa carte de la préfecture sous l'huisse de l'appartement et lorsque Jacques Mérine a été certain d'avoir affaire à l'as des anti-gangs, il lui a ouvert, le champagne à la main, ses nombreuses armes déchargées près de lui. Mérine a d'ailleurs prévenu qu'il s'évaderait à nouveau. Effectivement, champagne à la main, il jure au commissaire Broussard « Je me donne 3 ans pour m'évader ». Maintenant, comment organiser une belle après avoir prévenu tout le monde? Eh bien, Mérine va manipuler tout le monde, c'est la clé de sa future évasion, la plus incroyable. Mais quand il retourne en prison, le climat est dramatique. Tout s'enflamme à l'été 74. La centrale de Clairvaux se révolte pour de meilleures conditions de vie. Eh bien, il est maintenant 1h du matin et vous le voyez peut-être derrière moi, nous sommes sur une colline qui domine la centrale de Clairvaux. Les mutins viennent donc d'allumer ce feu. La moitié des bâtiments est incendiée. Des gendarmes mobiles et des CRS sont immédiatement dépêchés afin d'éviter une contagion aux autres prisons. Mais les détenus ne se laissent pas faire. La mutinerie très grave qui s'est poursuivie toute la nuit à la prison de Clairvaux a pris fin au début de la matinée sur le bilan de 2 morts et une quinzaine de blessés parmi les mutins. C'est l'étincelle qui met le feu à la plus grande mutinerie de la pénitentiaire. 3 autres prisons se révoltent. La mutinerie à la maison centrale de Nîmes, hier soir, aurait éclaté pour les mêmes raisons que celle de la prison de Clairvaux dans la nuit de vendredi à samedi.
Très vite, c'est l'état de siège, car au total, 120 prisons se mutinent. 11 centres de détention sont saccagés et au final, 6 détenus sont tués dans des affrontements. Tout a commencé tout à l'heure à 14h30, juste après la promenade. Certains jeunes mécontents ont décidé de faire comme dans les zones de prison, celle de Caen, celle de Nîmes, celle de Clairvaux, de faire quelque chose. Un immense désordre qui pourrait servir les projets d'évasion de Mérine. Mais étroitement surveillé, il est immédiatement transféré dès qu'une mutinerie se déclenche. L'occasion ne se présentera pas. Car le nouveau président de la République prend le dossier des prisons et il va lui compliquer les choses. Vous savez que pour moi, le problème pénitentiaire est un problème auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, c'est la prise de fonction. J'avais tenu à ce que dans le gouvernement figure pour la première fois un secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, secrétaire d'État qui est une femme, pour montrer la nécessité d'une action dans ce domaine et d'une évolution. Ça, c'est la carotte, une détention plus humaine. Et au cours de sa visite, il serre même la main d'un détenu, ce qui fera scandale auprès d'une partie de l'opinion qui exige plus de sévérité. Alors d'un autre côté, il y a le bâton, c'est son ministre de la Justice qui s'en charge. Il faut faire la discrimination, elle est difficile mais elle est possible, entre les grands criminels dangereux pour la société et les délinquants qui doivent être suivis, assistés par des psychologues, par des médecins et qui recevront une formation leur donnant la possibilité de retrouver, s'ils le veulent, leur place dans une société qui se veut humaine et libre. Autrement dit, pour les grands criminels, il va créer les quartiers de sécurité renforcée, que la presse a rebaptisés quartiers de haute sécurité. Les fameux QHS. Une prison dans la prison. Pour montrer leur sévérité, le ministre autorise ce reportage à la maison d'arrêt d'Évreux au milieu des années 70. Vous pouvez le constater, le quartier de sécurité renforcée est séparé de la détention normale par une porte blindée, suivi d'un sas qui est séparé lui-même de la détention du quartier de sécurité par une grille. Dans ce sas se trouve toujours un agent en permanence. Cet agent surveille ses deux collègues qui sont à l'intérieur, qui eux-mêmes surveillent constamment les détenus et assurent les mouvements de ces détenus en présence d'un gradé. Ces mouvements se font toujours un par un. De ce fait, il n'y a jamais en circulation dans le quartier de sécurité renforcé de deux détenus à la fois. Pour être homologué, un QHS doit avoir un sas blindé, avec un gardien en permanence qui observe tout, protégé derrière sa grille. Ensuite, il ne faut jamais faire sortir deux détenus de leur cellule dans les coursives en même temps. Tous les déplacements se font un par un, avec 3 gardiens. Et règle numéro 3, ne jamais placer deux détenus ensemble dans la petite cour de promenade. Mais ces règles seront-elles vraiment respectées dans tous les QHS de France? C'est bien le problème que va vite identifier Mérine, car il va en visiter plusieurs. La première sécurité des QHS, ce sont les gardiens. Il y en a 3 pour 10 détenus, là où dans le reste de la prison, ils sont 1 pour 100 prisonniers. Rien ne leur échappe. Mérine sait qu'il constitue le premier obstacle. Il devra soit les amadouer, soit les manipuler, voire les deux. Ils sont omniprésents, même sous la douche au fond du couloir. Les gardiens ne quittent pas le détenu des yeux. Et dès qu'il sort de sa cellule ou qu'il y rentre, le prisonnier est fouillé. Bon, allez, déshabillez-vous. Complètement. Vous mettez dans le coin. Et vous posez les affaires par ici. Les pots de chemise. Et à tout cela s'ajoutent des fouilles surprises. C'est une fouille surprise qui est décidée le matin lorsque j'arrive prendre mon service. C'est moi qui établis les fouilles sur un cahier. Alors sur un cahier, je donne deux noms de détenus, un le matin, un l'après-midi. Et ces deux détenus, en principe, sont fouillés corporellement ici, dans ce local. Pour éviter que ces fouilles soient trop approfondies, Mérine devra imaginer une astuce afin d'endormir la surveillance des gardiens. Puis il y a les parloirs, là encore spécialement aménagés au QHS et renforcés par rapport à la détention normale.
Les parloirs de la détention normale ont été construits avec des panneaux de bois. Ceux-ci ont été construits avec des agglomérés de ciment, ce qui élimine totalement le passage de lame de scie à travers les jointures. Le seul point de communication qu'a le détenu est l'hygiaphone. Les parloirs QHS doivent être en ciment, du sol au plafond, avec grille à l'entrée. Mais là encore, Mérine en trouvera avec porte vitrée et faux plafond en bois qui se révéleront des caches précieuses. Enfin, il y a les cellules, elles aussi spéciales. La porte en bois est doublée d'une grille avec un passe-plat pour ne pas avoir à l'ouvrir au moment des repas. Comment faire ouvrir cette grille pour s'échapper? Encore un obstacle pour Mérine. Puis, il y a la fenêtre. La fenêtre, bon, vous avez les barreaux, c'est dans toutes les prisons, mais derrière, c'est bouché. Vous n'avez aucune vision, le champ de vue est complètement bouché. Des vitres opaques. Mais Mérine aura absolument besoin de voir ce qui se passe dehors pour son évasion. Bref, comment va-t-il se débrouiller pour s'arracher de ces redoutables QHS? Qui plus est, celui de la prison de la Santé. Car en 1975, après 4 transferts suite aux émeutes, il est écroué à la maison d'arrêt parisienne. Immédiatement, il comprend le parti qu'il peut en tirer. C'est une maison d'arrêt extrêmement vétuste, voire insalubre, même aux yeux des gardiens. À l'époque, on pouvait parler d'insalubrité. C'est-à-dire qu'on voyait, quand on faisait les rondes la nuit, on voyait des rats. Et même les bâtiments eux-mêmes, un coup de peinture n'a jamais transformé la saleté qui s'était accumulée au fil des ans. Voilà donc la prison que découvre Jacques Mérine. Certaines cellules ne sont pas équipées de lavabo. Vaisselle, lessive et toilettes se font à l'eau froide dans la cuvette des WC. Quant aux douches, 3 fois par semaine, elles sont dans un état lamentable. Peinture rongée par l'humidité, tuyaux complètement rouillés, murs décrépits. Des pièces sinistres, plongées dans une semi-pénombre. Sans compter les pommeaux de douche hors d'état qu'il faut constamment rafistoler. La prison est alors à bout de souffle. Certaines cellules sont tellement dégradées qu'elles ont été laissées à l'abandon faute d'argent pour les rénover. Impossible d'enfermer des détenus dans de telles conditions. Dans cet environnement difficile, la prison compte en 1975 2200 détenus, 3 fois plus que l'effectif normal. La vie quotidienne y est pénible. C'est une pièce de, je sais pas combien qu'elle fait, dans les 10 mètres carrés. Hein. Ah, s'il y a un quatrième, le quatrième, il est au lit toute la journée. Il peut même pas se lever pour se déplacer. Alors il faut faire des concessions sur quel plan? Ah bah tout, sur l'hygiène et tout, faut apprendre à se laver les mains quand on va aux toilettes, faut apprendre à éviter quand on a les gros besoins à faire, de faire du bruit, éviter de pisser dans l'eau pour entendre le bruit des voisins. Il faut faire des concessions de la télévision parce que chacun veut voir sa chaîne. Pour ne rien arranger, les jeunes gardiens de 20 ans qui arrivent dans cette prison si sensible doivent tout apprendre sur le tas. Quand je suis arrivé, premier jour, deuxième jour, on m'a mis sur un étage et j'ai rencontré un surveillant ancien qui était au rez-de-chaussée du bâtiment qui m'a dit si tu as besoin de rien, tu m'appelles. Donc la formation, on se la fait très vite quand on a 140 détenus à l'étage, 4 par cellule. On a très vite compris comment ça marche. Donc en peu de temps, défaut de formation, de toute façon comme je ne savais pas ce que c'était, à part ce que j'avais vu à Brest et à Caen, après on se fait son idée et puis on se débrouille comme on peut. À cette époque, la Santé compte 2 quartiers sensibles qui sont les mieux entretenus et les plus surveillés. Tout d'abord, l'infirmerie. Entièrement rénovée, claire et propre, elle servait aussi de quartier VIP pour les personnalités à la santé fragile qu'il fallait absolument soigner en vue des instructions ou des procès. Puis, juste en dessous, situé au rez-de-chaussée d'une des ailes du quartier en étoile, le mitard. Pour y accéder, il faut passer par la rotonde qui verrouille tous les bâtiments. On y enferme les fortes têtes jusqu'à 45 jours après le passage devant le prétoire, le tribunal intérieur de la prison. Pour la promenade,
Ils ont droit à des petites cours spéciales. Des cages grillagées, même pas à ciel ouvert, dans lesquelles ils restent à l'isolement absolu, car ils n'ont pas le droit de la partager avec un codétenu. C'est ici que Mérine élaborera ses plans d'évasion, en analysant avec minutie les grands moments de la vie de la prison. Tant que les détenus sont en cellule, les coursifs sont calmes. Mais 2 fois par jour, il faut aussi les faire sortir pour se dégourdir les jambes. Un moment plutôt sensible où tout peut arriver dans cette maison d'arrêt surpeuplée. Les prisonniers envahissent des grandes cours. Elles sont surveillées d'en bas par les gardiens, qui se retrouvent eux-mêmes enfermés dans des couloirs grillagés. Ou alors, ils se réfugient en haut, hors d'atteinte, dans des petits miradors. Mais jamais dans les cours où se pressent jusqu'à 250 détenus, le rapport de force serait trop inégal. Et la vétusté compromet la sécurité de l'ensemble de la prison. Les fenêtres au milieu des années 70 sont simplement baraudées. La santé décide de les faire renforcer par des grillages supplémentaires. Mais pendant ces travaux, la surveillance se relâche. Ultime rempart, 2 murs d'enceinte et un chemin de ronde. Mais pas de véritable mirador qui domine l'établissement. Aux endroits stratégiques, de simples guérites équipées d'une carabine. Et encore, à l'époque de l'ennemi public numéro 1, elle n'était pas en hauteur, mais à même le sol. Bref, une prison qui est fragilisée par sa surpopulation et surtout son ancienneté. La discipline s'en ressent quelque peu. Claude Madec l'avait remarqué dès sa première journée. Première journée, ça a été la visite de l'établissement. Et à la fin, la rencontre avec le chef de maison d'arrêt. C'est vrai que je m'étais permis de lui dire que je trouvais que c'était un petit peu le bazar, pour rester poli, par rapport à la maison d'arrêt de Caen qui était très disciplinée. La maison d'arrêt de la santé, c'était grande circulation entre les avocats qui étaient à mi-chemin entre le quartier haut et le quartier bas. Les détenus circulaient, que ce soit pour l'infirmerie, pour les avocats, pour le palais de justice, pour les parloirs famille. Donc effectivement, il y avait tout le temps des gens en civil qui se promenaient dans les couloirs. Et donc il n'est pas toujours facile, il n'est pas facile de savoir qui était qui, surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré. Et c'est dans ces conditions que le ministère de la Justice décide d'y créer un QHS, juste avant l'arrivée de Mérine. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes. Impossible d'en construire un vrai comme à Évreux. La prison est trop vétuste, on a bricolé un sous-QHS. Faute de place, il est installé dans le mitard, le quartier disciplinaire. À gauche, en entrant, l'administration a bricolé un parloir. Mais ici, pas de séparation ou d'hygiaphone, pas de mur en béton, mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée. Puis suivent les cellules du QHS, séparées du reste du mitard par une seule grille. Mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux. D'un côté, les cellules disciplinaires et à droite, le prétoire, le tribunal interne de la prison, où l'on juge les infractions au règlement. Et c'est un point faible, car 3 fois par semaine, les 2 sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés. À eux 3, ils ont la plupart des clés de la prison. Le tout à quelques mètres du QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer. Enfin, dernier bricolage, dans le bâtiment du QHS, les fenêtres ne sont pas toutes occultées. Mérine peut voir ce qui se passe dans la grande cour. Seules les portes ont bien été renforcées par la grille passe-plat, mais c'est insuffisant. À partir du moment où on essaye d'aménager un quartier différent dans un établissement qui est déjà surpeuplé, parce qu'à l'époque c'était surpeuplé, et ben on a fait ça là où on a pensé que c'était le meilleur endroit. Alors qu'effectivement c'était totalement inadapté à la situation. Le QHS est mal sécurisé. Voilà pourquoi Mérine va tout faire pour y rester. Son unique moyen, c'est le palais de justice de Paris.
Tant qu'il a des dossiers à l'instruction ici, il a toutes les chances de ne pas être transféré dans une autre prison en province. Alors il s'accuse même de meurtres imaginaires et engage pour chaque affaire un avocat supplémentaire. À la fin, il en a 17. C'est un élément décisif de sa stratégie d'évasion. Tous les jours, ils viennent le voir au QHS, ce qui lui permet de gagner en liberté de mouvement. Il sort constamment de sa cellule pour aller au parloir. Est-ce que ça pose un problème en termes de sécurité? Ça oui, parce que à chaque fois que il faut sortir ces gens-là de leur cellule, il faut les accompagner, c'est la fouille, donc ce sont encore des moments de tension, parce que là, effectivement, on sait qu'on va aller vers un moment de tension supplémentaire. Donc plus il y a de visites d'avocats, à chaque fois c'est la fouille, à chaque fois il va provoquer... parce que c'est inéluctable. Donc effectivement, moins on voyait de visites, je dirais, pour ces gens-là, et mieux on se porte. Il trouve ensuite un autre moyen pour tenter d'alléger la sécurité. Il lance via ses avocats une campagne anti-QHS. À l'époque, le débat fait rage contre ces quartiers sécurisés, accusés de transformer les prisonniers en bêtes fauves. Tous les détenus étaient très remontés, à commencer par ceux du QHS modèle d'Évreux. Vous avez le lit qui est scellé. Vous avez le tabouret qui est scellé. Alors, à chaque fois que vous voulez vous asseoir pour écrire, pour manger, vous prenez la manie de le tirer à vous. Et c'est vraiment une torture, ça? Ça fait partie de... Psychiquement, ça fait mal. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on m'a mis aux oubliettes. Hein? On m'a dit, bon, bah, il a fait une bêtise, allez hop, illuminé. La polémique gagne la télévision. Opposants et partisans des QHS s'étripent sur les plateaux des magazines. Les quartiers de sécurité renforcée font partie du système normal pénitentiaire. C'est une prison dans la prison. C'est une prison dans la prison, en un sens oui. Une forme de torture. Je ne dis pas que ce soit idéal. Que le fait d'être soumis à l'isolement vous détruit une personne. On ne peut pas être entièrement d'accord, vous le comprendrez, avec ce qui vient d'être dit. C'est ce que les détenus appellent un traitement concentrationnaire. Mérine poursuivra même après son évasion cette campagne de presse où le réédite la bagarre contre les QHS du Canada qui selon lui inculquait la haine. Il tente de gommer son image de gangster violent pour celle d'un Robin des Bois plus sympathique. Vous comprenez, j'ai pris la haine en quartier de sécurité. Comprenez une chose, quand vous voyez qu'on vous défend, on vous déchire les photos de votre femme, qu'on vous supprime une lettre de votre femme, c'est dans le seul but de détruire un homme. Moi, on me l'a fait. Un type qui est enfermé dans un quartier de haute sécurité, que doit-il faire? Accepter? S'écraser? Se laisser humilier? Se laisser déshumaniser? Se laisser détruire et ne pas bouger? Moi, j'ai pas accepté cette destruction. Mais surtout, ce débat en fait une personnalité médiatique quasi intouchable. Des paparazzis le photographient depuis les immeubles alentours lors de ses promenades. Certains gardiens en ont peur, ils commencent à les déstabiliser. Mérine posait des questions insidieuses du genre « Ah, le sous-directeur, tiens, il a une BMW ». Et il est arrivé que certains agents naïvement répondent « Bah non, il a une Mercedes ». Et suite à ça, Mérine demandait une audience et disait au sous-directeur « Ah, en fait, votre Mercedes, elle marche bien ». Voilà, c'était la méthode Mérine, c'était la manipulation permanente, l'utilisation d'informations pour essayer de déstabiliser son interlocuteur. Il a beaucoup usé de ça, je crois que bon, même si... j'ai pas toujours apprécié le personnage. Je lui reconnais qu'il a, à ce niveau-là, il a été suffisamment malin pour déstabiliser certaines personnes. Il devient exigeant, colérique. Alors pour avoir la paix, les gardiens cèdent à ses demandes. C'est surtout sa grande gueule et son jeu de manipulation, sa psychologie, son d'instinct. C'est pas une psychologie fine, très intelligente, mais c'est de l'instinct. C'est surtout ça qui fait que Mérine pouvait comme ça, entre sa grande gueule et sa psychologie, pouvait avoir un régime légèrement différent et un peu moins dur que les autres, à la santé en particulier. Je pense que c'est moins vrai pour Fresnes ou pour Fleury-Mérogis. Un exemple fera scandale. Il rédige au QHS L'instinct de mort, un brûlot contre la société et sa justice, grâce à une machine à écrire prêtée par la prison. Mais surtout, via ses avocats, il arrivera même à le faire éditer, alors qu'il est toujours incarcéré, un pied de nez aux autorités. Autre scandale, il se permet même de polémiquer avec un grand magazine. L'Express, qui en fait sa couverture,
parce qu'il a écrit à son rédacteur en chef une lettre de menace que la direction de la santé a laissé passer pour ne pas le contrarier. Alain Peyrefitte, le ministre de la Justice, demande des sanctions. Le directeur de la prison est sur la sellette. Écoutez, moi j'observe deux choses dans cette affaire. La première, c'est le ras-le-bol de l'administration pénitentiaire. Qu'on nous foute la paix, je m'excuse de l'expression, et qu'on nous laisse faire notre travail. Qu'est-ce qu'on veut? Suspendre des détenus même dangereux au bout d'un filin et les laisser mourir à petit feu dans un établissement pénitentiaire? Ou bien s'agit-il pour le ministre de la Justice, qui finalement est notre patron, de trouver tout de suite un responsable, et lequel? Le directeur de sa prison. Je trouve qu'il y a un peu d'abus dans les deux cas. Il y avait plein de gardiens qu'on ne pouvait plus d'entendre Mérine se vanter constamment de ce qu'il avait fait, savoir la vérité sur tout. C'est épuisant à force. Il pouvait être menaçant vis-à-vis des gardiens les plus, entre guillemets, faibles psychologiquement, mais il pouvait surtout harceler comme ça par des toutes petites choses, mais constamment. Et c'était épuisant. C'était plus épuisant que menaçant. Mérine a réussi à déstabiliser la santé. Elle est dépassée par le personnage. Le QHS n'en est pas un, et derrière ces hauts murs, les gardiens ne savent pas gérer un détenu aussi manipulateur. Au cours de son procès spectaculaire en 1977, l'ennemi public numéro 1 est condamné à 20 ans. Mais il est bien trop surveillé pour s'échapper, comme à Compiègne. Alors en pleine audience, il lance des clés qu'il affirme être celles de ses menottes pour montrer qu'il peut s'évader quand il le souhaite. Le directeur de la santé est le seul à prendre la menace au sérieux. Il demande son transfert. Une demande refusée, car dans l'attente de ses autres jugements, il doit rester à la prison parisienne. Les prisons en voulaient plus. Chacun se refilait la balle. Encore une fois, c'était un peu épuisant d'avoir Mérine chez soi. Donc il y a eu de ce côté-là une négligence. Comme il l'avait donc prévu et souhaité, Mérine ne quitte pas la santé. Il lui manque un dernier élément pour s'évader. Il va l'obtenir après une nouvelle bévue des autorités. Contre la promesse de se calmer, il demande à ne plus être seul au QHS. On lui envoie un autre détenu, mais pas n'importe lequel. François Besse, dit l'Anguille. Car il s'est déjà évadé 4 fois, un dangereux braqueur dont on voit ici une des arrestations mouvementées. Réunir les deux rois de l'évasion dans le même quartier, c'était impensable. Et pourtant... Au début, il était seul, tout le temps. Et puis, voilà, un exemple parfait de ce qu'il a réussi, c'est que, et pas qu'à la santé d'ailleurs, ils étaient à Fleury, d'autres ont fait comme lui, et ils ont demandé à être à 2 ou à 3, pouvoir aller à deux en promenade, parce que effectivement la solitude leur pesait, hein, comme il disait. Bon, et ça, c'est quelque chose que l'administration a accordé au fil du temps. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a retrouvé Besse un jour au quartier de plus grande surveillance de sécurité de la santé avec Mérine. Sinon, on les aurait pas retrouvés ensemble. Et effectivement, pour lui, ça a été comme ça, inlassable, à chaque fois d'essayer de solliciter, d'obtenir. Et à la fin, bon, effectivement, on a mis les gens ensemble qu'on n'aurait peut-être pas mis autrement. Une prison vétuste, un QHS inadapté, des gardiens qui ont trop cédé à Mérine, voilà les failles sur lesquelles il espère réussir son évasion. 9h du matin, c'est une nouvelle journée de routine qui commence à la prison de la santé. Pourtant, toute l'affaire démarre ce 8 mai 1978, avec l'arrivée d'une des avocates de Mérine, Maître Giletti. Le détenu en a pris une quinzaine pour le défendre dans toutes ses affaires. Le 8 au matin, parce que ça quand même, je suis pas prêt à l'oublier, le 8 au matin, j'ai relevé toutes les visites de Mérine au cours du premier semestre 78, et tous les courriers à qui il les envoyait. Effectivement, il avait de très nombreux avocats. Combien ? 16, je crois. 16 ou 17. Il y a certains avocats qui ont accepté en certaines occasions. Bon, là en l'occurrence, on n'a jamais eu la preuve, mais... En clair, la police a soupçonné des avocats d'avoir aidé Mérine à préparer son évasion. Et vous allez comprendre pourquoi. Maître Giletti croise alors devant l'entrée 2 policiers en faction. C'est la règle à l'époque. Dans le sas d'entrée, pas de détecteur. Et en tant qu'avocate, elle n'est pas fouillée. Pas plus que sa grosse serviette.
Les gardiens ne savent donc pas ce qu'elle transporte. Il n'y avait aucun portique de détection dans aucun établissement pénitentiaire de France, ce qui fait que les gens rentraient comme ça et qu'il n'était pas question de fouiller ni les familles, ni les visiteurs de prison, ni les avocats, ni quelques personnes qui venaient à l'intérieur de l'établissement. Donc, il ne restait la seule fouille effective, c'était la fouille du détenu. Donc c'est pour ça que quelque part, les détenus ont plus subi à ce moment-là les fouilles encore que maintenant, parce que effectivement, il n'y avait aucun contrôle des personnes qui venaient de l'extérieur. Elle traverse la cour d'honneur et le bâtiment administratif où se trouve le bureau du directeur Hubert Bonaldi. Pour la deuxième fois, il a demandé le transfert de Mérine dans une autre prison dotée d'un vrai QHS. Encore refusé. Maître Giletti emprunte le couloir qui mène à la détention. Puis elle traverse la rotonde, le point névralgique de la prison, le secteur le plus surveillé qui dessert tous les quartiers. C'est le poste qu'occupe ce matin Claude Madec. Entre les détenus, les gardiens, les visites, c'est l'heure de pointe et un peu la bousculade à la santé. Une bousculade dont veut profiter Mérine. Car au même moment, Maître Giletti voit des responsables de la prison qui vont au mitard où se trouve le tribunal interne, le prétoire, pour juger un détenu indiscipliné. Pour s'y rendre, il faut passer une première porte en bois qui isole le quartier de la Rotonde et traverser le QHS de la santé, bricolé pour Mérine. Il est dans sa cellule, la numéro 7. Il observe les travaux dans la grande cour, la pose de grillages supplémentaires aux fenêtres. Des travaux qui sont bientôt terminés. Les ouvriers travaillent avec une grande échelle qui demain ne sera plus là. Alors tout s'accélère. 9h30, c'est l'heure de la promenade. Mérine quitte sa cellule. Il ne va pas dans la grande cour, mais dans les petits préaux grillagés. Normalement, il doit être seul, comme dans tout QHS. Mais à force de râler, il a encore obtenu des concessions qui lui donnent une étonnante liberté de manœuvre. Contre toutes les règles, François Besse est autorisé à partager la même cour. C'est là qu'ils mettent au point les derniers détails de l'évasion. La pression, c'est ça aussi, c'est d'arriver à obtenir toujours un tout petit peu. Tous les jours, un petit peu. Pendant ce temps, juste en face, dans le bâtiment, côté mitard, une audience commence au prétoire. Et à l'autre bout du quartier, cette fois-ci de l'autre côté de la grille, côté QHS, Maître Giletti est enfin arrivé au parloir. Pour Mérine, la promenade est terminée. Il s'apprête à remonter alors au quartier de haute sécurité. C'est le top départ de l'évasion. Dans ses déplacements, il est constamment accompagné de 3 gardiens. Son premier problème, essayer de s'en débarrasser. Il a prévu de le faire au parloir avocat. Les surveillants restent en faction devant la porte de la petite pièce qui ne ferme pas à clé. Et c'est à ce moment que Mérine leur demande d'aller chercher son dossier d'instruction qu'il a prêté à François Besse. Les gardiens acceptent pour éviter tout incident avec Mérine. Et ils y vont tous les 3, comme l'exige le règlement, pour ouvrir une cellule. Erreur fatale. Le gradé a accepté ce qu'il n'aurait pas dû faire, est allé jusqu'à la cellule de Besse et qui leur a dit oui, j'ai le dossier, mais vous voyez, il passe pas dans la grille puisqu'il y a ce qu'on appelle un passe-plat. Il passe pas, donc faudrait m'ouvrir. Pendant ce temps, tout se joue au parloir qui n'est ni surveillé ni verrouillé. D'après Maître Giletti, Mérine monte sur la table et sort du faux plafond 2 revolvers, une corde et un grappin. Dans le couloir, les gardiens ont ouvert la grille de sûreté pour récupérer le dossier. Et là, effectivement, je dirais que le gradé a fait l'erreur. Mais bon, que peut-être tout le monde aurait fait, parce que quand c'était dans le quartier de plus grande sécurité, c'était Mérine, c'était... Voilà. Et a fait l'erreur, effectivement, au lieu de faire passer le dossier en plusieurs morceaux, je dirais, est tombé dans le piège tendu par Besse, qui lui a dit ça passe pas, et il a ouvert la grille. Besse se précipite et tente d'aveugler les gardiens avec de l'eau savonneuse, mais il a peu de chance à 1 contre 3.
C'est alors que Mérine arrive à la rescousse avec ses armes. Ils sont maîtres des lieux, les gardiens ne peuvent rien faire. Peut-être que certains n'auraient pas accepté malgré tout ce que voulait Mérine, hein, parce que ça l'aurait obligé peut-être à tirer et là il restait dedans. Mais après il fallait aussi accepter de prendre le risque de se faire tirer dessus. Donc je comprends que le personnel, voilà, les 3 premiers ont été pris, hein, le bricard, les 2 surveillants ont été pris. Il libère alors le 3e détenu du quartier, un certain Carman Rive, condamné à 25 ans. Mais maintenant, comment sortir du QHS? Ils ont les clés des cellules et de l'étage, mais pas celles pour s'évader du quartier. Alors Mérine ouvre la grille qui donne accès au mitard et au prétoire. Il braque les 2 sous-directeurs et les gardiens en train de juger un détenu. Il tire le gros lot. Ils ont pris le trousseau de clés chez la maison d'arrêt. Le trousseau de clés le plus important de l'établissement. Puisque, effectivement, dans les établissements, il y a des trousseaux de clés, surveillant 2 clés, le gradé en a 6 ou 7, chef de maison d'arrêt en avait encore plus. Donc, ils se sont dit qu'en prenant le trousseau de clés du chef de maison d'arrêt, ils avaient la certitude d'ouvrir quasiment toutes les portes. Cette fois, il a toutes les clés du quartier, et même mieux. Il enferme les gardiens dans les cellules du QHS, après leur avoir volé leurs uniformes. Une astuce qui va se révéler décisive pour la suite de l'évasion. Avec les clés, ils ouvrent la porte qui donne sur la grande cour de la 1re division et longent le grillage qui l'entoure, personne ne les remarque. Ils arrivent jusqu'à l'échelle et aux ouvriers qui sont en train de renforcer les fenêtres. Là, ils les braquent et leur ordonnent de les suivre. Mais impossible de passer par la rotonde, trop surveillée, même en tenue de surveillant. Seule issue, une porte qui permet de passer de la cour au chemin de ronde entre 2 murs. Normalement, elle est verrouillée, seulement voilà, ils vont profiter du laxisme qui règne alors à la santé. Alors là aussi, la version officieuse, elle était fermée, ils l'ont ouverte. La version officielle disait la porte était restée ouverte. Enfin, un membre du personnel a été sanctionné pour ça, d'un blâme ou d'un avertissement. Donc manifestement, la porte n'a pas été refermée entre le chemin de ronde et la cour de promenade. La porte franchie, un des ouvriers prend la tangente et donne l'alerte. Il est encore temps. Claude Madec et 4 surveillants quittent la rotonde et se précipitent dans le chemin de ronde. Mais ils vont partir dans le mauvais sens. Nous, quand on a entendu l'alarme, étant à la guérite au rond-point bas de la maison d'arrêt de la santé, on savait que ça venait des chemins de ronde, et ben on est parti du côté gauche, quand on est dans la santé, donc côté boulevard Arago. On a fait le tour en courant. On n'a trouvé personne, évidemment, puisqu'ils avaient eu le temps de franchir, tant qu'on fasse le tour, même en courant et même en n'étant pas vieux. Bon, il faut quand même un petit moment pour faire le tour. Donc, nous, on est passé du mauvais côté. Mérine aurait pu être arrêté ici, car derrière le mur se trouve une guérite et un gardien qui, lui, est armé. Mais il se fait abuser par l'uniforme des évadés. Une guérite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est au ras du sol. Le surveillant qui était dans la guérite était un stagiaire qui ne connaissait pas Mérine. Ça, il faut quand même le savoir aussi. Après, on peut dire pourquoi. Ben oui, mais Mérine avait pris aussi pour habitude de changer régulièrement de physionomie, je dirais. Un coup j'ai la barbe, un coup j'ai la moustache, un coup j'ai les cheveux longs, un coup j'ai les cheveux courts, pour perturber le personnel. Et puis avec une casquette et des galons sur la casquette, 3 galons jaunes. Quand on arrive au pied d'une guérite où il y a un surveillant qui est un stagiaire, un détenu qui nettoie et un autre surveillant qui est là pour surveiller, c'est pas très compliqué avec des armes. On a l'échelle, on a les armes, on prend le flingue du surveillant, fusil du surveillant, on le donne à Rive. Et après, voilà. Si la guérite avait été un mirador en hauteur, Mérine se serait fait tirer comme un lapin. Mais la prison trop ancienne n'en était pas équipée. Les fuyards posent l'échelle, Bess passe le premier, puis c'est au tour de Mérine. Les policiers en faction à l'entrée ont été prévenus. Ils se précipitent à l'angle de la rue de la Santé, mais hésitent à tirer tout de suite. C'est effectivement ce qui a fait la force de Mérine et de Bess sur cette affaire-là, c'est d'avoir pensé qu'il fallait s'habiller en tenue pour franchir le mur d'enceinte. Parce que je pense que si les policiers avaient vu 2 types en civil descendre, les choses n'auraient pas été pareilles. Mais la tenue a fait que, voilà.
Vient le tour de Carman Reeve qui a pris la carabine du gardien. La fusillade éclate. Pendant ce temps, Mérine et Bess arrêtent une voiture. Là encore, leur uniforme fait illusion. Si j'avais su que c'était des gangsters, je lui filais la porte dans la gueule et puis je me tirais, quoi. Et moi, je croyais que c'était des matons, ils étaient déguisés en matons. Alors, est-ce qu'ils avaient... ils se sont tirés avec ma bergie, ça y est, je suis marrant. Est-ce qu'ils avaient l'uniforme complet de... Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ils avaient la casquette et puis ils avaient cette espèce de blouson, comme les matons. Il s'enfuit au moment même où Carman Reeve s'écroule, mortellement touché. Claude Madec et les surveillants se précipitent dehors pour identifier le prisonnier qui a été abattu. Car ils ne savent toujours pas qui sont les évadés. Ils découvrent Carman Reeve qui était au QHS. Ils comprennent tout de suite que les deux autres fugitifs doivent être Mérine et Bess. Immédiatement, ils retournent dans la prison. Ils traversent la cour d'honneur, entrent en détention, passent la rotonde et pénètrent dans le QHS. Et là, c'est le choc. Ils découvrent dans les cellules 10 surveillants emprisonnés, dont les sous-directeurs. L'ennemi public numéro 1, le détenu le plus surveillé de France, les a tous floués. Alors bien sûr, la question numéro 1 est de savoir si Mesrine a bénéficié ou non de complicité. Comment l'homme a-t-il bien pu se procurer 3 pistolets? L'avocate peut-elle être soupçonnée? Évidemment, tous les regards se tournent vers elle, Maître Giletti, qui n'a pas donné l'alerte, même une fois Mérine hors du QHS. Mais il la disculpera plus tard dans une interview donnée à un grand magazine pour faire état d'un gardien corrompu. Mon complice, ce n'est pas l'avocate. C'est un maton idéaliste et gauchiste. L'un d'eux, il y a 2 ans, m'a dit « Vous comprenez, Mérine, si vous montiez quelque chose, je serais prêt à vous aider. » J'ai d'abord cru à une plaisanterie, puis je me suis aperçu que cet homme était un révolté. Si tu peux réussir à me porter des armes pendant les rondes de nuit, tu le mettras dans le parloir des avocats. Rentrer avec une arme quand on est en uniforme, pas très pratique, hein, cette affaire. Pour une infirmière non plus, donc, mais là aussi, puisqu'on rentrait pas de sac, pas question de rentrer avec son sac à dos dans la prison. Seuls les avocats rentraient avec leurs serviettes ou leur cabas ou leur sac à main, oui, mais pas le personnel, pas les infirmières, pas tous ces gens-là. Donc, les seules personnes qui rentraient avec un sac, une sacoche, etc., c'est les avocats. Avocats, visiteurs de prison. Qui n'étaient pas fouillés, la sacoche. Ah non, non. L'enquête commence. Il faut procéder à une reconstitution dans tout le QHS, mais surtout au parloir d'où Mérine est ressorti armé. Seulement voilà, entre-temps la pénitentiaire a fait des travaux et supprimé des indices, une grosse bévue selon le magistrat instructeur. Au lieu de saisir tout de suite un juge d'instruction, que ce soit moi ou un de mes collègues, c'est l'inspection générale des services pénitentiaires qui a pris le dessus, qui a mené une enquête interne, administrative. Et lorsque j'ai reçu le dossier quelques 8 jours après, les lieux avaient été beaucoup bougés, remués, touchés, notamment ce parloir d'avocat. L'avocate clame son innocence. Et faute de preuves, le juge lui fait bénéficier d'un non-lieu. Mais il n'identifiera jamais de gardien corrompu. Mérine entame une folle cavale de 17 mois au fait de sa célébrité. Son évasion du QHS de la santé, digne d'un film policier, en fait une des personnalités préférées des Français en 1978. Il est la star qu'il voulait être. Inacceptable pour les autorités qui mettent le paquet afin de le retrouver. Son statut du roi de l'évasion pèsera dans la balance. Pas de risque et pas de cadeau. Il ne faut pas le laisser filer si on le trouve. Le 2 novembre 1979 à 15h15, porte de Clignancourt au nord de la capitale, sa voiture est bloquée par un camion banalisé de policiers en civil qui tire sans lui laisser le temps de riposter. Il est tué de 18 balles de gros calibre. Sa compagne est grièvement blessée, mais elle s'en sortira. Dans une cohue indescriptible, les policiers ont un mal fou à extraire le corps du gangster. Mérine mort, la légende lui survivra. Et sa spectaculaire évasion de la santé
y figure en très bonne place. Avec les clés, ils ouvrent la porte qui donne sur la grande cour de la première division et longent le grillage qui l'entoure, personne ne les remarque. Ils arrivent jusqu'à l'échelle et aux ouvriers qui sont en train de renforcer les fenêtres. Là, ils les braquent et leur ordonnent de les suivre. Mais impossible de passer par la rotonde, trop surveillée, même en tenue de surveillant. Seule issue, une porte qui permet de passer de la cour au chemin de ronde entre deux murs. Normalement, elle est verrouillée. Seulement voilà, ils vont profiter du laxisme qui règne alors à la santé. Alors là aussi, la version officieuse, elle était fermée, ils l'ont ouverte. La version officielle disait la porte était restée ouverte. Enfin, un membre du personnel a été sanctionné pour ça, d'un blâme ou d'un avertissement. Donc manifestement, la porte n'a pas été refermée entre le chemin de ronde et la cour de promenade. La porte franchie, un des ouvriers prend la tangente et donne l'alerte. Il est encore temps. Claude Madec et 4 surveillants quittent la rotonde et se précipitent dans le chemin de ronde. Mais ils vont partir dans le mauvais sens. Nous, quand on a entendu l'alarme, étant à la guérite au rond-point bas de la maison d'arrêt de la santé, on savait que ça venait des chemins de ronde, et ben on est parti du côté gauche, quand on est dans la santé. Donc côté boulevard Arago, on a fait le tour en courant. On n'a trouvé personne évidemment, puisqu'ils avaient eu le temps de franchir, tant qu'on fasse le tour, même en courant et même en n'étant pas vieux. Bon, il faut quand même un petit moment pour faire le tour. Donc ils sont à... Nous on est passé du mauvais côté. Mérine aurait pu être arrêté ici, car derrière le mur se trouve une guérite et un gardien qui lui est armé. Mais il se fait abuser par l'uniforme des évadés. Une guérite, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est au ras du sol. Le surveillant qui était dans la guérite était un stagiaire qui ne connaissait pas Mérine. Ça, il faut quand même le savoir aussi. Après, on peut dire pourquoi. Ben oui, mais Mérine avait pris aussi pour habitude de changer régulièrement de physionomie, je dirais. Un coup j'ai la barbe, un coup j'ai la moustache, un coup j'ai les cheveux longs, un coup j'ai les cheveux courts, pour perturber le personnel. Et puis avec une casquette et des galons sur la casquette, 3 galons jaunes. Quand on arrive au pied d'une guérite où il y a un surveillant qui est un stagiaire, un détenu qui nettoie et un autre surveillant qui est là pour surveiller, c'est pas très compliqué avec des armes. On a l'échelle, on a les armes, on prend le flingue du surveillant, fusil du surveillant, on le donne à Rive. Et après, voilà. Si la guérite avait été un mirador en hauteur, Mérine se serait fait tirer comme un lapin. Mais la prison trop ancienne n'en était pas équipée. Il travaille sur Mérine depuis 15 ans, notamment sur sa période canadienne. Et selon lui, il a été traumatisé par son passage là-bas. C'était vraiment les récidivistes, les obsédés de l'évasion qui étaient tous là. Du coup, une surveillance accrue, c'était quand même un bloc de béton où il n'y avait aucune fenêtre. On appelait ça le sous-marin. C'était une présence en cellule très très longue. Des lumières allumées tout le temps, des gardiens qui marchaient au-dessus des têtes pour surveiller, avec des hublots au-dessus de chaque cellule, mais pas de lumière de jour, du jour direct qui rentrait. Non, c'était assez éprouvant. Le 21 août 1972, après avoir repéré le point faible de la prison, des cours mal sécurisés par des clôtures, il les cisaille et parvient à s'échapper avec 5 complices. 6 évadés d'une unité spéciale de correction, les Canadiens n'en reviennent pas. Et ils n'ont encore rien vu. 2 mois plus tard, Mérine revient surarmé avec un complice, Jean-Paul Mercier. Et il donne l'assaut de la prison pour tenter de libérer d'autres détenus. Mais des voitures de patrouille les interceptent avant les clôtures. C'est la fusillade. Il doit battre en retraite et réussit à s'enfuir sans se faire arrêter. C'est la fin de l'aventure américaine où il est devenu un spécialiste de l'évasion, mais aussi une star des faits divers. À l'occasion d'un de ses transferts sous escorte au Canada,
Mérine salue à la manière d'un président les photoreporters qui l'attendent à l'aéroport de Montréal. Lui et sa compagne sont mitraillés comme des VIP de la presse people. Le braqueur prend goût à la médiatisation, il ne veut plus être un gangster anonyme. Célèbre outre-Atlantique, il reste encore un illustre inconnu en France où on sous-estime tout ce qu'il a appris là-bas en matière d'évasion. Et il va encore se perfectionner. C'est à Compiègne que Mérine va devenir l'évadé public numéro 1. Nous sommes en 1973, quelques mois après son retour en France où il s'est fait bêtement serrer. Pendant qu'il était au Canada, il avait été condamné ici en son absence pour une affaire de chèques sans provision. Et il savait que si un jour il était arrêté, il serait rejugé dans ce petit palais de justice. Alors par précaution, il avait entièrement repéré les lieux et monté une éventuelle évasion avec 2 complices. Le coup de génie, c'est Compiègne, parce que là, c'est un petit tribunal de province. On n'a pas du tout l'habitude de recevoir un animal pareil. Il y a eu sécurité renforcée, hein, beaucoup plus de gendarmes. On a voulu lui laisser ses menottes pendant le procès. Enfin. Je te le juge. J'avoue, j'ai été stupé. Mérine et son otage sortent dans la cour. Le chef d'escorte s'interpose. Le truand tire, mais pas en l'air cette fois. Il le rate de peu. Le président est pétrifié. Là, il a vu la voiture d'un complice qui l'attendait. Mais de nouveaux gendarmes arrivent, c'est la fusillade. Mérine est touché à l'épaule. Cependant, son opération est bien montée. Un complice est juste là, dans une voiture, moteur tournant. Il reste une estafette des forces de l'ordre à passer. Mérine tire, il blesse un gendarme. La voie est libre, il disparaît dans la nature. Sa première évasion sur le sol français signe son passage dans le grand banditisme. Mais au lieu de se cacher en province, il veut jouer les cadors à Paris. Il enquille braquage de banque sur braquage de banque. Il en attaque 5 en 4 mois, alors il se fait vite repérer par les superflics de la capitale. Et le 27 septembre 1973, ici, lors de ce casse, il est balancé par un de ses complices au fameux commissaire Broussard, alors chef de la brigade anti-gang, qui le cueille chez lui le lendemain. Assoiffé de reconnaissance, Mérine met en scène son arrestation auprès du patron de l'anti-gang, lui-même en quête de médiatisation. Voilà pourquoi la presse aura tous les détails de ce nouvel épisode de la légende Mérine. Jacques Mérine a été capturé par les hommes des commissaires Broussard et Leclerc. Réfugié avec une amie dans un appartement de la rue Vergniaud, il a accepté de se rendre en exigeant des policiers qu'il laisse partir sa compagne libre. Le commissaire a été obligé de passer sa carte de la préfecture sous l'huisse de l'appartement et lorsque Jacques Mérine a été certain d'avoir affaire à l'as des anti-gangs, il lui a ouvert, le champagne à la main, ses nombreuses armes déchargées près de lui. Mérine a d'ailleurs prévenu qu'il s'évaderait à nouveau. Effectivement, champagne à la main, il jure au commissaire Broussard « Je me donne 3 ans pour m'évader ». Maintenant, comment organiser une belle après avoir prévenu tout le monde? Eh bien, Mérine va manipuler tout le monde, c'est la clé de sa future évasion, la plus incroyable. Mais quand il retourne en prison, le climat est dramatique. Tout s'enflamme à l'été 74. La centrale de Clairvaux se révolte pour de meilleures conditions de vie. Eh bien, il est maintenant 1h du matin et vous le voyez peut-être derrière moi, nous sommes sur une colline qui domine la centrale de Clairvaux. Les mutins viennent donc d'allumer ce feu. La moitié des bâtiments est incendiée. Des gendarmes mobiles et des CRS sont immédiatement dépêchés afin d'éviter une contagion aux autres prisons. Mais les détenus ne se laissent pas faire. La mutinerie très grave qui s'est poursuivie toute la nuit à la prison de Clairvaux a pris fin au début de la matinée sur le bilan de 2 morts et une quinzaine de blessés parmi les mutins. Les mutins viennent donc d'allumer ce feu. La moitié des bâtiments est incendiée. Des gendarmes mobiles et des CRS sont immédiatement dépêchés afin d'éviter une contagion aux autres prisons. Mais les détenus ne se laissent pas faire. La mutinerie très grave qui s'est poursuivie toute la nuit à la prison de Clairvaux a pris fin au début de la matinée sur le bilan de 2 morts et une quinzaine de blessés parmi les mutins. C'est l'étincelle qui met le feu à la plus grande mutinerie de la pénitentiaire. 3 autres prisons se révoltent. La mutinerie à la maison centrale de Nîmes, hier soir, aurait éclaté pour les mêmes raisons que celle de la prison de Clairvaux dans la nuit de vendredi à samedi.
Très vite, c'est l'état de siège, car au total, 120 prisons se mutinent. 11 centres de détention sont saccagés et au final, 6 détenus sont tués dans des affrontements. Tout a commencé tout à l'heure à 14h30, juste après la promenade. Certains jeunes mécontents ont décidé de faire comme dans les zones de prison, celle de Caen, celle de Nîmes, celle de Clairvaux, de faire quelque chose. Un immense désordre qui pourrait servir les projets d'évasion de Mérine. Mais étroitement surveillé, il est immédiatement transféré dès qu'une mutinerie se déclenche. L'occasion ne se présentera pas. Car le nouveau président de la République prend le dossier des prisons et il va lui compliquer les choses. Vous savez que pour moi, le problème pénitentiaire est un problème auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, c'est la prise de fonction. J'avais tenu à ce que dans le gouvernement figure pour la première fois un secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, secrétaire d'État qui est une femme, pour montrer la nécessité d'une action dans ce domaine et d'une évolution. Ça, c'est la carotte, une détention plus humaine. Et au cours de sa visite, il serre même la main d'un détenu, ce qui fera scandale auprès d'une partie de l'opinion qui exige plus de sévérité. Alors d'un autre côté, il y a le bâton, c'est son ministre de la Justice qui s'en charge. Il faut faire la discrimination, elle est difficile mais elle est possible, entre les grands criminels dangereux pour la société et les délinquants qui doivent être suivis, assistés par des psychologues, par des médecins et qui recevront une formation leur donnant la possibilité de retrouver, s'ils le veulent, leur place dans une société qui se veut humaine et libre. Autrement dit, pour les grands criminels, il va créer les quartiers de sécurité renforcés, que la presse a rebaptisés quartiers de haute sécurité. Les fameux QHS. Une prison dans la prison. Pour montrer leur sévérité, le ministre autorise ce reportage à la maison d'arrêt d'Évreux au milieu des années 70. Vous pouvez le constater, le quartier de sécurité renforcée est séparé de la détention normale par une porte blindée, suivi d'un sas qui est séparé lui-même de la détention du quartier de sécurité par une grille. Dans ce sas se trouve toujours un agent en permanence. Cet agent surveille ses 2 collègues qui sont à l'intérieur. Tout le temps, des gens en civil qui se promenaient dans les couloirs. Et donc, il n'est pas toujours facile. Il n'est pas facile de savoir qui était qui, surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré. Et c'est dans ces conditions que le ministère de la Justice décide d'y créer un QHS, juste avant l'arrivée de Mérine. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes. Impossible d'en construire un vrai comme à Évreux. La prison est trop vétuste. On a bricolé un sous-QHS. Faute de place, il est installé dans le mitard, le quartier disciplinaire. À gauche, en entrant, l'administration a bricolé un parloir. Mais ici, pas de séparation ou digiaphone, pas de mur en béton, mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée. Puis suivent les cellules du QHS, séparées du reste du mitard par une seule grille. Mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux. D'un côté, les cellules disciplinaires et à droite, le prétoire, le tribunal interne de la prison, où l'on juge les infractions au règlement. Et c'est un point faible, car 3 fois par semaine, les 2 sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés. À eux 3, ils ont la plupart des clés de la prison, le tout à quelques mètres du QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer. Enfin, dernier bricolage, dans le bâtiment du QHS, les fenêtres ne sont pas toutes occultées. Mérine peut voir ce qui se passe dans la grande cour. Seules les portes ont bien été renforcées par la grille passe-plat, mais c'est insuffisant. À partir du moment où on essaye d'aménager un quartier différent dans un établissement qui est déjà surpeuplé, parce qu'à l'époque c'était surpeuplé, et ben on a fait ça là où on a pensé que c'était le meilleur endroit. Alors qu'effectivement c'était totalement inadapté à la situation. Le QHS est mal sécurisé. Voilà pourquoi Mérine va tout faire pour y rester. Son unique moyen, c'est le palais de justice de Paris. Tant qu'il a des dossiers à l'instruction ici, il a toutes les chances de ne pas être transféré dans une autre prison en province. Alors il s'accuse même de meurtres imaginaires et engage pour chaque affaire un avocat supplémentaire. À la fin, il en a 17. C'est un élément décisif de sa stratégie d'évasion. Tous les jours, ils viennent le voir au QHS, ce qui lui permet de gagner en liberté de mouvement. Il sort constamment de sa cellule pour aller au parloir.
Est-ce que ça pose un problème en termes de sécurité? Ça oui, parce que à chaque fois que il faut sortir ces gens-là de leur cellule, il faut les accompagner, c'est la fouille, donc ce sont encore des moments de tension, parce que là, effectivement, on sait qu'on va aller vers un moment de tension supplémentaire. Donc plus il y a de visites d'avocats, à chaque fois c'est la fouille, à chaque fois il va provoquer, parce que c'est inéluctable. 2 noms de détenus, un le matin, un l'après-midi, et ces deux détenus, en principe, sont fouillés corporellement ici, dans ce local. Pour éviter que ces fouilles soient trop approfondies, Mérine devra imaginer une astuce afin d'endormir la surveillance des gardiens. Puis il y a les parloirs, là encore spécialement aménagés au QHS et renforcés par rapport à la détention normale. Les parloirs de la détention normale ont été construits avec des panneaux de bois. Ceux-ci ont été construits avec des agglomérés de ciment, ce qui élimine totalement le passage de lames de scie à travers les jointures. Le seul point de communication qu'a le détenu est l'hygiaphone. Les parloirs QHS doivent être en ciment, du sol au plafond, avec grille à l'entrée. Mais là encore, Mérine en trouvera avec porte vitrée et faux plafonds en bois qui se révéleront des caches précieuses. Enfin, il y a les cellules, elles aussi spéciales. La porte en bois est doublée d'une grille avec un passe-plat pour ne pas avoir à l'ouvrir au moment des repas. Comment faire ouvrir cette grille pour s'échapper? Encore un obstacle pour Mérine. Puis, il y a la fenêtre. La fenêtre, bon, vous avez les barreaux, c'est dans toutes les prisons, mais derrière, c'est bouché. Vous n'avez aucune vision, le champ de vue est complètement bouché. Des vitres opaques. Mais Mérine aura absolument besoin de voir ce qui se passe dehors pour son évasion. Bref, comment va-t-il se débrouiller pour s'arracher de ces redoutables QHS? Qui plus est, celui de la prison de la Santé. Car en 1975, après 4 transferts suite aux émeutes, il est écroué à la maison d'arrêt parisienne. Immédiatement, il comprend le parti qu'il peut en tirer. C'est une maison d'arrêt extrêmement vétuste, voire insalubre, même aux yeux des gardiens. À l'époque, on pouvait parler d'insalubrité. C'est-à-dire qu'on voyait, quand on faisait les rondes la nuit, on voyait des rats. Et même les bâtiments eux-mêmes, un coup de peinture n'a jamais transformé la saleté qui s'était accumulée au fil des ans. Voilà donc la prison que découvre Jacques Mérine. Certaines cellules ne sont pas équipées de lavabo. Vaisselle, lessive et toilettes se font à l'eau froide dans la cuvette des WC. Quant aux douches, 3 fois par semaine, elles sont dans un état lamentable. Peinture rongée par l'humidité, tuyaux complètement rouillés, murs décrépits. Des pièces sinistres, plongées dans une semi-pénombre. Sans compter les pommeaux de douche hors d'état qu'il faut constamment rafistoler. La prison, table Mirador qui domine l'établissement. Aux endroits stratégiques, de simples guérites équipées d'une carabine. Et encore, à l'époque de l'ennemi public numéro 1, elle n'était pas en hauteur, mais à même le sol. Bref, une prison qui est fragilisée par sa surpopulation et surtout son ancienneté. La discipline s'en ressent quelque peu. Claude Madec l'avait remarqué dès sa première journée. Première journée, ça a été la visite de l'établissement. Et à la fin, la rencontre avec le chef de maison d'arrêt. C'est vrai que je m'étais permis de lui dire que je trouvais que c'était un petit peu le bazar, pour rester poli, par rapport à la maison d'arrêt de Caen qui était très disciplinée. La maison d'arrêt de la Santé, c'était grande circulation entre les avocats qui étaient à mi-chemin entre le quartier haut et le quartier bas. Les détenus circulaient, que ce soit pour l'infirmerie, pour les avocats, pour le palais de justice, pour les parloirs famille. Donc effectivement, il y avait tout le temps des gens en civil qui se promenaient dans les couloirs. Et donc il n'est pas toujours facile, il n'est pas facile de savoir qui était qui, surtout quand on arrive d'un établissement qui était très carré. Et c'est dans ces conditions que le ministère de la Justice décide d'y créer un QHS, juste avant l'arrivée de Mérine. Et il va se rendre compte qu'il n'est pas aux normes.
Impossible d'en construire un vrai comme à Évreux. La prison est trop vétuste. On a bricolé un sous-QHS. Faute de place, il est installé dans le mitard, le quartier disciplinaire. À gauche, en entrant, l'administration a bricolé un parloir. Mais ici, pas de séparation ou digiaphone, pas de mur en béton, mais un simple faux plafond en polystyrène et une simple porte vitrée. Puis suivent les cellules du QHS, séparées du reste du mitard par une seule grille. Mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux. D'un côté, les cellules disciplinaires et à droite, le prétoire, le tribunal interne de la prison, où l'on juge les infractions au règlement. Et c'est un point faible, car 3 fois par semaine, les 2 sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés. À eux 3, ils ont la plupart des clés de la prison. Le tout à quelques mètres du QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer. Enfin, dernier bricolage, dans le bâtiment du QHS, les fenêtres ne sont pas toutes occultées. Mérine peut voir ce qui se passe dans la grande cour. Seules les portes ont bien été renforcées par la grille passe-plat, mais c'est insuffisant. À partir du moment où on essaye d'aménager un quartier différent dans un établissement qui est déjà surpeuplé, parce qu'à l'époque c'était surpeuplé, et ben on a fait ça là où on a pensé que... Centres de détention sont saccagés et au final, 6 détenus sont tués dans des affrontements. Tout a commencé tout à l'heure à 14h30, juste après la promenade. Certains jeunes mécontents ont décidé de faire comme dans les zones de prison, celle de Caen, celle de Nîmes, celle de Clairvaux, de faire quelque chose. Un immense désordre qui pourrait servir les projets d'évasion de Mérine. Mais étroitement surveillé, il est immédiatement transféré dès qu'une mutinerie se déclenche. L'occasion ne se présentera pas. Car le nouveau président de la République prend le dossier des prisons et il va lui compliquer les choses. Vous savez que pour moi, le problème pénitentiaire est un problème auquel j'ai attaché beaucoup d'importance, c'est la prise de fonction. J'avais tenu à ce que dans le gouvernement figure pour la première fois un secrétaire d'État à la condition pénitentiaire, secrétaire d'État qui est une femme, pour montrer la nécessité d'une action dans ce domaine et d'une évolution. Ça, c'est la carotte, une détention plus humaine. Et au cours de sa visite, il serre même la main d'un détenu, ce qui fera scandale auprès d'une partie de l'opinion qui exige plus de sévérité. Alors d'un autre côté, il y a le bâton, c'est son ministre de la Justice qui s'en charge. Il faut faire la discrimination, elle est difficile mais elle est possible, entre les grands criminels dangereux pour la société et les délinquants qui doivent être suivis, assistés par des psychologues, par des médecins et qui recevront une formation leur donnant la possibilité de retrouver, s'ils le veulent, leur place dans une société qui se veut humaine et libre. Autrement dit, pour les grands criminels, il va créer les quartiers de sécurité renforcée, que la presse a rebaptisés quartiers de haute sécurité. Les fameux QHS. Une prison dans la prison. Pour montrer leur sévérité, le ministre autorise ce reportage à la maison d'arrêt d'Évreux au milieu des années 70. Vous pouvez le constater, le quartier de sécurité renforcée est séparé de la détention normale par une porte blindée, suivi d'un sas qui est séparé lui-même de la détention du quartier de sécurité par une grille. Dans ce sas se trouve toujours un agent en permanence. Cet agent surveille ses 2 collègues qui sont à l'intérieur, qui eux-mêmes surveillent constamment les détenus et assurent les mouvements de ces détenus en présence d'un gradé. Ces mouvements se font toujours un par un. De ce fait, il n'y a jamais en circulation dans le quartier de sécurité renforcé de 2 détenus à la fois. Pour être homologué, un QHS doit avoir un sas blindé, avec un gardien en permanence qui observe tout, protégé derrière sa grille. Ensuite, il ne faut jamais faire sortir 2 détenus de leur cellule dans les coursives en même temps. Tous les déplacements se font un par un, avec 3 gardiens. Et règle numéro 3, Claude Madec sera notre grand témoin. Il y commence sa carrière de surveillant à 19 ans quand Mérine y est emprisonné. La sécurité de la prison repose sur cette rotonde. À la rotonde du quartier bas, ça c'était le
PC central où tout était centralisé, les mouvements, quand on changeait des détenus de cellule, quand on les affectait, quand on recevait les avocats, les visiteurs de prison, le service des agents, puisque le service des agents était établi par le chef de maison d'arrêt et 3 agents qui tournaient un matin, après-midi, une journée, dont j'ai fait partie un an après. C'était le PC central, les voitures de palais, puisqu'il fallait commander les escortes pour les détenus dangereux. Là, on n'est pas le droit de se louper. Mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975 ? Pas si sûr. Car peu de Français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion. 6 ans plus tôt, en 1969, il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde. C'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme. Une affaire de kidnapping et de meurtre, et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul. Une prison à l'américaine, comme il n'en existe pas encore en France. Une unité spéciale de correction avec miradors modernes, gardiens qui ne cachent pas leurs armes, et murs imposants. Rien à voir avec les vieux quartiers de la santé. Surtout, le bâtiment disciplinaire, une aile à part où sera incarcéré Mérine. Le numéro 16. Ces images ont été tournées 10 ans après son passage, mais rien à l'époque n'avait changé. Isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées, construites en béton armé, avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure. Beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention. Les sentences pour des choses semblables, ça peut être du jour le trou dans le trou, là, au B14, ça. Ou ben non, du deadlock. Du deadlock, c'est des t'enfermes dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais. Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité. Il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier, accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus. Il donnera par la suite des interviews contre ces méthodes. C'était le PC central, les voitures de palais, puisqu'il fallait commander les escortes pour les détenus dangereux. Là, on n'est pas le droit de se louper. Mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975 ? Pas si sûr. Car peu de Français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion. 6 ans plus tôt, en 1969, il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde. C'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme. Une affaire de kidnapping et de meurtre, et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul. Une prison à l'américaine, comme il n'en existe pas encore en France. Une unité spéciale de correction avec miradors modernes, gardiens qui ne cachent pas leurs armes, et murs imposants. Rien à voir avec les vieux quartiers de la santé. Surtout, le bâtiment disciplinaire, une aile à part où sera incarcéré Mérine. Le numéro 16. Ces images ont été tournées 10 ans après son passage, mais rien à l'époque n'avait changé. Isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées, construites en béton armé, avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure. Beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention. Les sentences pour des choses semblables, ça peut être du jour le trou dans le trou, là, au B14, ça. Ou ben non, du deadlock. Du deadlock, c'est des t'enfermes dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais.
Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité. Il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier, accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus. Il donnera par la suite des interviews contre ses méthodes sécuritaires. Je m'appelle Jacques Mérine. Messieurs les journalistes, le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale d'opération. Un homme est extrêmement dangereux du jour où il n'a plus rien à perdre. Mais si vous agissez en chien, vous attendez pas à ce que nous on agisse en colombe. La prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz, mais il a réussi à déstabiliser la direction. Le Français a créé l'amalgame à la prison parisienne. Les prisons en voulaient plus. Je veux dire, chacun se refilait la balle. Encore une fois, c'était un peu épuisant d'avoir Mérine chez soi. Donc il y a eu de ce côté-là une négligence. Comme il l'avait donc prévu et souhaité, Mérine ne quitte pas la santé. Il lui manque un dernier élément pour s'évader. Il va l'obtenir après une nouvelle bévue des autorités. Contre la promesse de se calmer, il demande à ne plus être seul au QHS. On lui envoie un autre détenu, mais pas n'importe lequel. François Besse, dit l'Anguille. Car il s'est déjà évadé 4 fois, un dangereux braqueur dont on voit ici une des arrestations mouvementées. Réunir les deux rois de l'évasion dans le même quartier, c'était impensable. Et pourtant... Au début, il était seul, tout le temps. Et puis, voilà, un exemple parfait de ce qu'il a réussi, c'est que... Et pas qu'à la santé d'ailleurs, ils étaient à Fleury, d'autres ont fait comme lui, et ils ont demandé à être à 2 ou à 3, pouvoir aller à deux en promenade, parce que effectivement la solitude leur pesait, comme il disait. Bon, et ça c'est quelque chose que l'administration a accordé au fil du temps. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a retrouvé Besse un jour au quartier de plus grande surveillance de sécurité de la santé avec Mérine. Sinon, on les aurait pas retrouvés ensemble. Et effectivement, pour lui, ça a été comme ça, inlassable, à chaque fois d'essayer de solliciter, d'obtenir. Et à la fin, bon, effectivement, on a mis les gens ensemble qu'on n'aurait peut-être pas mis autrement. Une prison vétuste, un QHS inadapté, des gardiens qui ont trop cédé à Mérine, voilà les failles sur lesquelles il espère réussir son évasion. « 9h du matin, c'est une nouvelle journée de routine qui commence à la prison de la Santé. Pourtant, toute l'affaire démarre ce 8 mai 1978, avec l'arrivée d'une des avocates de Mérine, Maître Giletti. Le détenu en a pris une quinzaine pour le défendre dans toutes ses affaires. Le 8 au matin, parce que ça quand même, je suis pas prêt à l'oublier, le 8 au matin, j'ai relevé toutes les visites de Mérine au cours du premier semestre 78, et tous les courriers à qui il les envoyait. Effectivement, il avait de très nombreux avocats. Combien ? 16, je crois. 16 ou 17. Il y a certains avocats qui ont accepté en certaines occasions. Bon, là en l'occurrence, on n'a jamais eu la preuve, mais... En clair, la police a soupçonné des avocats d'avoir aidé Mérine à préparer son évasion. Et vous allez comprendre pourquoi. Maître Giletti croise alors devant l'entrée 2 policiers en faction. C'est la règle à l'époque. Dans le sas d'entrée, pas de détecteur. Ou encore, Loïc Le Floch-Prigent, dans de grosses enquêtes politico-financières. Ils sont tous passés sous le grand portail, tous un peu surpris de ce qui leur arrive, et toujours sous les flashs des photographes. Alors ils sont emprisonnés à part, dans cette aile de la santé. C'est ce qu'on appelle le quartier VIP. Pour les protéger des autres détenus et aussi mieux les surveiller, ils sont enfermés dans ce couloir qui dessert 15 cellules refaites à neuf. Confort acceptable, des cellules doubles, mais pour une seule personne. Un luxe dans une période où les prisons sont surpeuplées. Des douches modernes et juste à côté une salle de sport leur sont exclusivement réservées. Mais la prison que découvre Jacques Mérine en 1978 ne ressemble pas du tout au décor de ce quartier, le seul rénové de fond en comble, car tout le reste est très ancien.
C'est une des plus vieilles prisons de France, construite en 1868. Et vous allez voir en quoi sa vétusté sera un atout pour l'ennemi public numéro 1. L'architecture n'a pas bougé. Voici la cour d'honneur où l'on guillotinait les condamnés. L'entrée du bâtiment administratif. Et tout au fond du couloir, la détention. C'est le quartier bas. Il est verrouillé par une rotonde qui dessert les 4 ailes du bâtiment. Ce rond-point est gardé en permanence par un PC de sécurité. C'est l'endroit le plus sensible de la prison. Pour quitter les ailes du quartier bas, il faut impérativement passer par ce poste stratégique. Il commande les portes et les grilles, et il a été modernisé. Il dispose déjà de caméras de surveillance. Cabine 14 et demandez cabine avocat. La santé, c'est donc une grosse machine ultra sensible, car elle mélange des prisonniers VIP avec des détenus ordinaires. Claude Madec sera notre grand témoin. Il y commence sa carrière de surveillant à 19 ans quand Mérine y est emprisonné. La sécurité de la prison repose sur cette rotonde. À la rotonde du quartier bas, ça c'était le PC central où tout était centralisé, les mouvements, quand on changeait les détenus de cellule, quand on les affectait, quand on recevait les avocats, les visiteurs de prison, le service des agents, puisque le service des agents était établi par le chef de maison d'arrêt et 3 agents qui tournaient un matin, un après-midi, un de journée, dont j'ai fait partie un an après. C'était le PC central escorte pour les détenus dangereux. Là, on n'est pas le droit de se louper. Mais la prison de la capitale de la France était-elle à la hauteur du criminel qu'elle allait accueillir en 1975? Pas si sûr. Car peu de Français savent que Jacques Mérine est déjà un très grand professionnel de l'évasion. 6 ans plus tôt, en 1969, il s'envole pour l'Amérique du Nord et acquiert là-bas une irremplaçable expérience des prisons parmi les plus sécuritaires du monde. C'est à Montréal qu'il bascule dans le grand banditisme. Une affaire de kidnapping et de meurtre, et le voilà incarcéré au pénitencier de Saint-Paul. Une prison à l'américaine, comme il n'en existe pas encore en France. Une unité spéciale de correction avec mirador moderne, gardiens qui ne cachent pas leurs armes, et murs imposants. Rien à voir avec les vieux quartiers de la santé. Surtout, le bâtiment disciplinaire, une aile à part où sera incarcéré Mérine. Le numéro 16. Ces images ont été tournées 10 ans après son passage, mais rien à l'époque n'avait changé. Isolement total dans des cellules particulièrement sécurisées, construites en béton armé, avec portes tout acier et surtout sans fenêtre extérieure. Beaucoup de prisonniers n'ont pas supporté ces conditions de détention. Les sentences pour des choses semblables, ça se peut être du jour le trou dans le trou, là, au B14, ça. Ben non, du deadlock. Du deadlock, c'est des t'enferment dans ta cellule de 7h à 11h le soir. C'est pareil comme s'il voudrait te faire mal, tu sais. Mérine vit très mal sa première expérience de quartier de haute sécurité. Il contacte les journalistes via ses avocats et lance une campagne de presse contre le pénitencier, accusé d'abriter une chambre à gaz pour étouffer les détenus. Il donnera par la suite des interviews contre ses méthodes sécuritaires. Je m'appelle Jacques Mérine. Messieurs les journalistes, le but de cet enregistrement est simplement de vous faire connaître les conditions de vie exactes qu'avaient les détenus à l'unité spéciale de correction. Un homme est extrêmement dangereux du jour où il n'a plus rien à perdre. Mais si vous agissez en chien, vous n'attendez pas à ce que nous on agisse en colombe. La prison n'a bien sûr pas de chambre à gaz, mais il a réussi à déstabiliser la direction. Le Français a créé l'amalgame avec les grenades lacrymogènes utilisées parfois pour calmer les récalcitrants. Suivent les cellules du QHS séparées du reste du mitard par une seule grille. Mais sans sas de sécurité avec un surveillant de garde comme à Évreux.
D'un côté, les cellules disciplinaires et à droite, le prétoire, le tribunal interne de la prison, où l'on juge les infractions au règlement. Et c'est un point faible, car 3 fois par semaine, les 2 sous-directeurs et le chef de détention s'y rendent pour juger les détenus indisciplinés. À eux 3, ils ont la plupart des clés de la prison, le tout à quelques mètres du QHS par lequel ils doivent obligatoirement passer. Enfin, dernier bricolage, dans le bâtiment du QHS, les fenêtres ne sont pas toutes occultées. Mérine peut voir ce qui se passe dans la grande cour. Seules les portes ont bien été renforcées par la grille passe-plat, mais c'est insuffisant. À partir du moment où on essaye d'aménager un quartier différent dans un établissement qui est déjà surpeuplé, parce qu'à l'époque c'était surpeuplé, et ben on a fait ça là où on a pensé que c'était le meilleur endroit. Alors qu'effectivement c'était totalement inadapté à la situation. Le QHS est mal sécurisé. Voilà pourquoi Mérine va tout faire pour y rester. Son unique moyen, c'est le palais de justice de Paris. Tant qu'il a des dossiers à l'instruction ici, il a toutes les chances de ne pas être transféré dans une autre prison en province. Alors il s'accuse même de meurtres imaginaires et engage pour chaque affaire un avocat supplémentaire. À la fin, il en a 17. C'est un élément décisif de sa stratégie d'évasion. Tous les jours, ils viennent le voir au QHS, ce qui lui permet de gagner en liberté de mouvement. Il sort constamment de sa cellule pour aller au parloir. Est-ce que ça pose un problème en termes de sécurité? Ça oui, parce que à chaque fois que il faut sortir ces gens-là de leur cellule, il faut les accompagner, c'est la fouille, donc ce sont encore des moments de tension, parce que là effectivement on sait qu'on va aller vers un moment de tension supplémentaire. Donc plus il y a de visites d'avocats, à chaque fois c'est la fouille, à chaque fois il va provoquer... parce que c'est inéluctable. Donc effectivement, moins on voyait de visites, je dirais, pour ces gens-là, et mieux on se porte. Il trouve ensuite un autre moyen pour tenter d'alléger la sécurité. Il lance via ses avocats une campagne anti-QHS. À l'époque, le débat fait rage contre ces quartiers sécurisés, accusés de transformer les prisonniers en bêtes fauves. Tous les détenus étaient très remontés, à commencer par ceux du QHS modèle d'Évreux. Vous avez le lit qui est scellé. Vous avez le tabouret qui est scellé. Alors, à chaque fois que vous voulez vous asseoir pour écrire, pour manger, vous prenez la manie de le tirer à vous. Et c'est vraiment une torture, ça? Ça fait partie de... Psychiquement, ça fait mal. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on m'a mis aux oubliettes.